Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Léon Weinstein, auteur et blogueur. Bonjour Léon. Bonjour. Merci d'être venu pour cette interview, pour cet enregistrement. J'invite les invités à s'abonner à votre chaîne ainsi qu'à la nôtre. Et je vous demande de commenter cette nuit horrible et terrifiante qui a eu lieu en Ukraine. Ce n'était probablement ni la première ni la dernière, mais c'est terrifiant de voir cela, de voir des gens sortir morts des décombres, de voir des personnes extraites dans un état très grave. Et une question se pose. Pourquoi les Russes ne frappent-ils pas les centres de prise de décision? Et quand ils ont déclaré qu'ils allaient frapper là-bas, nous avons pensé que cela pourrait vraiment influencer le cours de la guerre. Mais ensuite, ils ont de nouveau annoncé qu'ils ne le feraient pas et continuent de frapper les gens. À quoi cela est-il lié selon vous? Merci. Eh bien, la meilleure méthode pour les personnes qui pratiquent toutefois des activités terroristes, définissons le mot terrorisme. Ce n'est pas une guerre où tu combats KDNA pour ainsi dire, soldat contre soldat. Mais c'est une tentative, en exerçant une pression sur la société civile, de forcer les dirigeants à faire quelque chose. N'est-ce pas? En fait, la façon la moins coûteuse et la plus facile, je ne voulais pas dire que c'est la meilleure méthode, mais plutôt la plus simple. Donc c'est pourquoi les États qui, en général, voulaient pas semer la terreur dans le cœur des gens et les pousser à crier « Arrêtez la guerre, sinon nous allons tous mourir » et ainsi de suite. Ils, pour ainsi dire, ont toujours eu recours à cette méthode. Attendre que quelqu'un là-bas commence vraiment à mettre en pratique ce que nous avons élaboré dans nos esprits, nos philosophies, et ainsi de suite, eh bien, libéral, mais libéral au sens classique du terme, des objectifs, eh bien absolument, de mon point de vue, c'est stupide et naïf. Parce que quand les parties se battent, elles essaient d'obtenir ce qu'elles veulent par tous les moyens. Nous ne sommes plus à l'époque où deux chevaliers se demandaient « Pour quelle dame es-tu ? Je pense qu'elle est la plus belle. Moi, je préfère celle-ci. » Puis, ils engageaient un duel. J'exagère un peu, n'est-ce pas? Mais là-bas, il y avait des lois, comme ne pas frapper quelqu'un à terre avec une épée. Quelle loi? Si tu veux quelque chose, tu frappes avec une épée, une masse, une hache, tu tues ses enfants, ou tu menaces, ou tu demandes qu'on te les donne, etc. Donc la guerre, aliguée à maliguerre, on n'y peut rien. À la guerre, comme disaient déjà les anciens Romains. Donc c'est horrible, oui, mais c'est normal du point de vue de la logique de la guerre, bien sûr, et cela va continuer. Merci. Mais qu'est-ce que dit Peskov aujourd'hui? Il a dit que la guerre pourrait même s'arrêter aujourd'hui si l'URSS quittait les 4 régions. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment, si les Ukrainiens retiraient leurs troupes de la région de Donetsk, c'est de cela qu'il s'agit, alors c'est fini, la Russie n'aurait plus aucune raison de faire la guerre, ni maintenant, ni dans quelques années. Donc, c'est la condition principale, la pierre d'achoppement qui fait que cette guerre continue. Et si nous faisons cela, alors il n'y a plus aucune raison de faire la guerre. Est-ce bien cela ou est-ce différent? Il y a une expression, le diable est dans les détails, c'est exactement ce que nous exigeons. Mais comment? Dès que nous nous asseyons pour signer les documents, il s'avère que oui, nous exigeons cela, mais en plus, autre chose commence aussi. Vous vous désarmez complètement. Vous n'avez pas le droit d'adhérer à des blocs, vous n'avez pas le droit de posséder des armes, vous n'avez pas le droit de déployer sur votre territoire des bases étrangères, alors que nous avons le droit, nous avons le droit, nous avons le droit. Et donc vous partez, et ensuite nous réfléchirons si dans 2 ans, nous voudrons recommencer cette guerre ou non. C'est-à-dire, oui, je suis absolument certain que si l'Ukraine dit « Les gars, on vous donne ce que vous n'avez pas encore pris », pour que ce soit clair, je ne suis pas pour la poursuite de la guerre, je suis pour qu'elle s'arrête. J'essaie simplement de répondre à la question « Est-ce que ce que dit Peskov est vrai ?» Donc je peux dire d'emblée que dès que Peskov ouvre la bouche, une chose est tout à fait claire, il va mentir. Donc savoir s'il ment à 10% ou à 114%, ça, on ne peut jamais le prévoir. Mais il ment tout le temps, comme on dit. C'est son boulot, c'est un menteur professionnel. Eh bien oui, mais la question est que lorsque la guerre a commencé, les Russes disaient que nous avions pris beaucoup de positions qui ne leur convenaient pas. Par exemple, nous voulions rejoindre l'OTAN, nous ne parlions pas russe, tu vois, c'est difficile pour moi même si je le parle, et nous faisions aussi autre chose qui n'allait pas. Et c'est pourquoi la guerre a commencé, mais les vraies raisons étaient autres.
Maintenant, en réalité, quand les gens sont déjà à bout, ils disent « quittez le Donbass et c'est tout, la guerre s'arrêtera ». Est-ce que ces mêmes raisons existeront encore dans 2 ou 3 ans pour recommencer la guerre? Oui, bien sûr. Écoutez, je ne suis pas tout à fait sûr que l'idée, enfin, n'appelons pas ça Poutine, peu importe qui c'est, oui, que l'idée de Poutine, au départ, était de conquérir l'Ukraine. Dans le sens où nous comprenons le mot conquérir. De la même manière, l'idée, disons, d'Hitler n'était pas de tuer 6 millions de juifs. Il n'avait pas une telle idée au départ. Il devait trouver un moyen de se débarrasser de ces gens. Que veut dire se débarrasser? Ils avaient très beaucoup de choses qui pouvaient être rapidement partagées et rendre heureux. La population allemande, au moins pour un certain temps, c'est ce qu'ils cherchaient à obtenir en fait. Donc, comment il s'appelait déjà? Ah, Eloïsevitch, je crois, oui, si je ne me trompe pas donc. Et maintenant, Adolf Eloïsevitch, bien sûr. Et maintenant, il a essayé de les pousser vers l'Europe, mais au début, ils ont décidé de commercer. Voilà, nous avons des juifs, vendons-les, oh, quelle bonne idée. On va leur prendre leurs biens et vendre les juifs, mais personne n'a acheté. Alors, il est donc allé en Amérique, l'Amérique aussi. Eh bien, il y est allé. Il a envoyé des gens. Roosevelt a refusé, remerciant mais disant qu'ils avaient déjà les leurs. Ils n'ont donc pas été acceptés. Finalement, ils ont pensé, si on ne peut pas les vendre ailleurs, essayons de les expulser. Ils ont donc tenté différentes directions. Je raconte tout cela en détail pour faire le lien ensuite. Et voilà qu'une opportunité s'est présentée, appelée le mandat britannique. La Société des Nations a décidé qu'il fallait enfin, 2000 ans après l'expulsion des Juifs, leur organiser un État. Et voici un endroit presque vide qui s'appelait historiquement Israël. Eh bien Dieu. C'est-à-dire si tu crois en Dieu, alors Dieu a dit « cet endroit est à vous, les Juifs ». Il n'a jamais repris ces paroles, donc cet endroit appartient aux Juifs. Si tu crois en Dieu, cette terre est juive. Envoyons-les là-bas depuis tous ces Reichs. Nous voulons seulement qu'ils partent vivre là-bas et fassent ce qu'ils veulent, même prendre de l'or. Là-bas, et je ne sais pas, là-bas il y a des diamants, des couronnes en or dans les dents. Voilà. Mais ils laisseront les moyens de production. C'est-à-dire, pour ainsi dire, et tout ira bien. Les Britanniques avaient reçu un mandat de la Société des Nations pour organiser cela. Qu'est-ce qu'un mandat? C'est sur ce territoire de l'ancien, donc Israël, et maintenant c'est-à-dire l'Israël d'aujourd'hui, plus Gaza, plus la Cisjordanie, plus un morceau du Liban, plus encore autre chose là-bas. Donc il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire l'Israël véritable, qui existait autrefois. Donc il fallait entourer ce territoire avec une sorte de fil de fer, oui, barbelé, et y envoyer tous les Juifs, ceux qui voulaient s'y aller. Hitler a dit « S'il vous plaît, nous avons 800 000, 1 million là-bas. Nous allons tous vous y envoyer. » Les Britanniques ont dit vouloir vérifier. Ils ont laissé entrer 30 000 personnes et régler eux-mêmes toutes les formalités. Une révolte des Arabes avec des pogroms a éclaté. Ils ont déclaré « Nous ne pouvons pas, les Arabes s'opposent ». Hitler, ayant déjà promis des avantages au peuple, ne savait plus où les trouver. Donc personne ne veut prendre les Juifs. Les massacrer simplement en pleine rue, ce n'était pas très acceptable. Donc ils ont décidé « Emmenons-les dans des endroits où ils vivront séparément. Et là-bas, nous les tuerons. » Maintenant, en passant, disons, à la situation en Ukraine. J'ai raconté tout cela si longuement pour que vous compreniez que ce ne sont pas des inventions, mais des documents. C'est ce que voulait la Russie, ou ce que voulait initialement Poutine. Encore une fois, Poutine, c'est une voix collective ici. Il voulait que l'Ukraine soit contrôlable. Et contrôlable de manière assez douce. Donc, les gars, refaites votre constitution. Actuellement, vous êtes un État unitaire avec un centre à Kiev. Je fais ce que je veux. Vous allez la refaire, comme en Amérique, d'accord? Là-bas, vous avez 15 ou 18 régions différentes. Appelez-les des États ou des schmatz, peu importe comment. Chaque État, comme aux États-Unis, aura ses règles, ainsi que des règles fédérales communes. Et dans les lois fédérales, il sera écrit que si 3 ou 4 États ou régions ne sont pas d'accord avec quelque chose, alors les autorités fédérales ne peuvent pas le faire. Et les Russes savaient exactement que parmi ces 18 ou 20 soi-disant États, ils auraient le contrôle sur 3, 4, peut-être 5, je ne me souviens plus combien. Il me semble qu'ils pensaient à 4 auraient ce contrôle et participeraient à toutes les décisions. À ce moment-là, ils ne voulaient rien conquérir. C'est-à-dire que c'est une prise de contrôle, bien sûr, mais une prise de contrôle qui, en fin de compte, vos propres oligarques, enfin les oligarques ukrainiens, ont asservi bien plus fortement. Le peuple ukrainien, contrairement à ce que proposait Poutine, c'était déjà le cas avant Zelensky. Je ne parle même pas de Zelensky, oui. Alors, eh bien, une fois ils se sont mis d'accord, apparemment ça n'a pas marché. Une autre fois ils se sont mis d'accord, apparemment ça n'a pas marché non plus.
vous savez. Ensuite, ils ont commencé à faire peur, les menaces ont commencé. Oh, on va vous attaquer et vous envahir, ou quelque chose comme ça. Non, disait l'Occident, ne vous inquiétez pas, nous savons exactement. Là-bas, disons, le major Petrov, ou alors Schmitt, s'est déguisé en Matcha et Popkin. Et il couche avec Poutine, il sait donc exactement ce que Poutine compte faire. Encore une fois, Poutine rassemble tout cela, au sens figuré aussi. Voilà, donc tout a commencé comme ça. Ensuite, ils ont commencé à faire pression. Ils ont d'abord exercé une pression avec les accords de Minsk, mais l'Ukraine ne les a pas respectés. On peut dire qu'ils manquent d'honnêteté, mais alors pourquoi diable les signer? Les seconds accords de Minsk, 1 an après, si je ne me trompe pas. Bon, on a déjà joué, allons-y. Voilà, on veut ça, ça et ça. Oui, on va le faire. Tout le monde signe, mais encore une fois, ils ne les respectent pas. Donc il est devenu clair qu'on ne peut rien signer avec l'Ukraine. Je ne dis pas que la Russie est honnête. Je veux montrer que les objectifs de la Russie ont changé à cause du comportement de l'Ukraine. Et l'Ukraine, malheureusement, s'est comportée comme, disons, ces gens qui tiraient à les ficelles, enfin qui payaient, ce sont eux qui tiraient les ficelles. Donc à ce moment-là, quand la première personne est arrivée, je n'avais ni sympathie ni antipathie. Mais c'était la première personne qui a dit « Je vais essayer de jouer entre l'Occident et la Russie ». C'est-à-dire que je ne vais pas basculer brusquement du côté de l'Occident et je ne vais pas non plus basculer brusquement du côté de la Russie. Oui, j'ai de très bonnes relations à Moscou, j'ai d'excellentes relations dans d'autres capitales là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons allouer 5 milliards de dollars pour organiser là-bas certaines grèves, certains mouvements populaires que vous appelez Maïdan. Et 5 milliards de dollars ont été dépensés pour les organiser. Maintenant, toute l'Ukraine est convaincue que vous avez inventé cela vous-même. D'accord, mais nous avons des documents sur l'élaboration, les auteurs, l'introduction et les fonds transférés à l'Ukraine, ainsi que sur le déroulement de tout cela. Cela a été lentement inculqué aux gens par les médias qui en ont besoin, qui veulent manger. Et donc ils prenaient de l'argent, donc directement ou indirectement, par des intermédiaires, ils prenaient de l'argent, peut-être pas de l'argent, peut-être autre chose. Le propriétaire du journal obtenait soudain une concession au Brésil, n'est-ce pas? Son journal se mettait aussi à écrire ce qu'il fallait pour ces 2 milliards reçus là-bas. Donc ils ont amené la situation à un point où une guerre devait éclater. Eh bien, l'appétit vient en mangeant. Au 21e jour de la guerre, comprenant soudain qu'il avait pris une raclée, une vraie raclée, Poutine a dit « Bon, négocions, revenons à l'option Minsk 2 d'accord ». Arakamia est parti, ils se sont mis d'accord, il est revenu en courant et a dit « Génial, c'est fini, au 23e jour, on arrête, il n'y aura plus de guerre, hurrah !» Ce jour-là, Boris Johnson arrive, qui sur ordre du président des États-Unis, Biden, je crois qu'il était chez nous à ce moment-là. Et l'Union européenne exige que l'Ukraine ne signe aucun accord avec la Russie et continue de se battre. Et il dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous soutenir. » Par qui? Non seulement arrêter la Russie, mais aussi pousser votre armée jusqu'à Moscou. Et donc nous allons renverser cet usurpateur, et Peskov ne pourra plus travailler, n'est-ce pas? C'est-à-dire sur cette île qu'il a déjà achetée, là-bas, une île dans le Pacifique, il s'envole là-bas et parle tout seul. Ah, eh bien, après qu'ils se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu, et c'est déjà la 3e fois qu'ils se mettent en d'accord, oui, mais ils n'ont pas encore signé. Ils devaient en partir pour signer, étaient pas d'accord avec les Russes, puis ils arrivent. Comme l'a dit Johnson, et dit non. Et donc Zelensky, guidé par lui, n'est pas un politicien très intelligent. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent en tant que personne, en tout temps, il est sans aucun doute talentueux, il sait faire beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses, mais en tant qu'homme politique, il n'est pas intelligent. Autrement dit, c'est un mauvais politicien. Point final. Il dit donc, au lieu de penser à la patrie, il pense à ses liens avec l'Ukraine, avec l'Europe ou à l'argent, je ne sais pas à quoi il pensait. N'est-ce pas? Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont fumé ensemble avec Borisov, car on sait déjà qu'ils fument aussi avec Macron et d'autres personnalités. Autrement dit, en fait, les pays sont dirigés par des drogués, pour parler franchement. Mais ce n'est pas clair. Premièrement, ils ne sont pas des drogués. Deuxièmement, la plupart d'entre eux n'ont pas d'enfants. Voilà ce qui est ça vraiment étonnant. Et c'est déjà extrêmement étrange, parce qu'à une certaine époque, il était impossible de devenir chef d'État si tu n'avais pas d'enfants, parce que cela signifiait que tu n'étais pas investi, comme on dit chez nous, dans l'avenir. Tu te moques de l'avenir, contrairement à moi. Je ne m'en fiche pas, surtout avec le mariage de mon petit-fils dans un mois. J'aurai bientôt des arrière-petits-enfants. On m'a dit avec joie qu'il y aura beaucoup d'arrière-petits-enfants. Vous voyez, je suis investi.
Mais eux, non. Donc, que puis-je vous dire? Ce n'est pas bien. Mais le peuple ukrainien espère que nous pourrons survivre en tant que nation. Nous, au moins, nous y croyons. Qu'est-ce que dit notre Kirill Boudanov? Il dit qu'une délégation américaine doit bientôt se rendre en Russie, puis viendra en Ukraine. Les Américains sont tout de même en train de négocier et nous chercherons des moyens d'établir la paix. Aujourd'hui, nous avons eu un invité à l'antenne qui a dit qu'aux États-Unis, il n'est pas question que Witkoff ou Kouchner se rendent en Ukraine. Et vous, qu'en savez-vous? Je n'ai eu aucune information à ce sujet. En général, je surveille la situation. Donc, encore une fois, tout est possible, parce qu'on ne rapporte pas tout, comme on dit. Mais ce genre de choses, on les rapporte si quelqu'un prévoit d'aller quelque part. Messieurs, eh bien, rien pour l'instant. Mais combien de mois ou d'années peut-on encore croire qu'un oncle va venir et régler quelque chose? Bon, ça suffit, c'est tout, voilà. C'est clair que l'oncle, il a ses propres tentes, il a ses propres idées, ce dont il a besoin. Et moi, je n'ai pas la moindre idée de ce que l'Amérique veut de l'Ukraine aujourd'hui. Je soupçonne que Trump veut arrêter cette affaire. Parce que, eh bien, d'après toutes sortes d'actions, non, mais je ne sais absolument pas ce que les autres en pensent. On peut donner un ordre, mais ceux qui y sont soumis ne l'exécutent pas toujours correctement. Mais ce n'est même pas de cela que je parle. Vous savez, imaginons que, oui, l'Amérique veut qu'il y ait la paix. Mais face au fait que ni la direction de la Russie, ni celle de l'Ukraine ne veut la paix, sauf, bien sûr, à leurs propres conditions, les uns disent « Donnez-nous tout ce que nous voulons et faites en sorte que l'armée soit désarmée ». Là-bas, ils n'osaient pas et n'avaient pas le droit. Les autres disent « Tant que vous resterez sur notre terre, nous ne changerons rien ». Et là, il y a aussi d'autres idées absurdes, n'est-ce pas? Et surtout, ils disent cela depuis plusieurs années déjà. Donc, si cela ne se résout pas, s'il n'y a pas une sorte d'appât ou de peur ou un appât pour un côté, et de la peur et un appât pour l'autre côté, alors la direction recommencera encore. Je ne parle pas des peuples. Oui, au peuple russe, personne ne raconte rien du tout, et au peuple ukrainien, il n'y a pas d'opposition. Au sens d'opposition, personne n'explique non plus ce qui se passe. Tout ce qui arrive, c'est soit la version à 100% de l'État, soit une version légèrement modifiée, soi-disant par le front, donc soi-disant par l'opposition, mais en fait c'est la position de l'État et c'est tout. Tous les autres seront éliminés. Ils ont éliminé, expulsé, enfermé, pour ainsi dire, persécuté, ou bien ils ont prévenu. Si tu dis la vérité, tes enfants mourront. Oui, en Russie, des gens sont morts. Un de mes amis très proches a été expulsé parce qu'il a osé dire une certaine vérité. On a jeté son enfant du 11e étage, on l'a simplement jeté. Voilà, il en avait 2, et on l'a appelé pour lui dire que si demain il ne voulait pas que le 2e soit jeté du même 11e étage ou d'un autre, il devait se taire. Il s'est tu. Bien sûr qu'il s'est tu. En plus, la même chose se passe en Ukraine, d'après ce que je comprends. Peut-être qu'on ne jette pas les gens du 11e étage, mais il se passe autre chose. C'est vraiment difficile d'en parler. Et si quelqu'un dit qu'il faut arrêter la guerre et accepter les conditions proposées, car il est peu probable qu'il y en ait de meilleures. On dit que ces personnes sont des collaborateurs et qu'elles travaillent pour l'IPSO russe et c'est tout. Voilà, c'est ce que disent les autorités. Il n'y a pas d'autres explications. Mais on dit en même temps que la Russie a tout intérêt à arrêter la guerre maintenant, parce qu'on dit que les dépenses militaires, ils ne peuvent plus se les permettre. Pour que cela soit confortable pour eux de faire la guerre, le Kremlin a besoin de recevoir 100 $ par baril pendant 1 an. C'est-à-dire qu'ils vont vendre le pétrole à ces prix-là. Et alors, ils auront une croissance économique et pourront se permettre de faire la guerre. Tout montre qu'il leur serait bénéfique de stopper la guerre. Qu'en pensez-vous ? Je dirais que, encore une fois, cela vient de la même source, on vous trompe. C'est pour que vous pensiez qu'un oncle va venir, dans ce cas, que la Russie va manquer d'argent et qu'elle fera quelque chose, et donc bon, encore 20, 40, 60 000 de vos gars mourront, mais au moins nous aurons de meilleures conditions pour les négociations. Vous savez, je n'aime vraiment pas qu'on me dise ça, parce que je commence tout de suite à regarder les chiffres. Oui, la Russie est dans une situation difficile, d'une certaine manière. Est-ce qu'on le ressent à Moscou? Est-ce qu'on le ressent à Moscou et à Saint-Pétersbourg? Non. Non. Ils ne ressentent pas la guerre en Ukraine. Pourquoi ne sont-ils pas mobilisés ou concernés? Parce que ça se passe quelque part là-bas. Eh bien, même quand ça vole, vous comprenez, une fois un missile est tombé un peu plus près, oui, boum, il est tombé. Eh bien, ils ont expliqué, les gars, eh bien, on en a laissé passer une. Eh bien, on en a laissé passer une. On n'en laissera plus passer, il n'y en aura plus, il n'y en aura plus.
Donc les moscovites qui vont dans les cafés, les restaurants, les bains et tout le reste, ce sont eux en fait qui décident de tout. Et puis, deuxièmement, disons, Poutine a sa base à Piter, donc à Leningrad, l'ancien Leningrad, pas à Saint-Pétersbourg. Là aussi, il décide de certaines choses, oui, donc on peut exercer une pression sur lui, transmettre des informations, et ainsi de suite, exercer une pression, disons, transmettre une opinion. Là-bas aussi, tout va bien. Je parle souvent avec des gens d'ici et de là-bas, ils me demandent « Quelle guerre, de quoi parles-tu » Oui, c'est vrai, chez nous, ça a augmenté de 10%, 15% parce qu'on reçoit ça via la Turquie ou via la Chine, mais en réalité, la vie n'a pas du tout changé. C'est-à-dire que pour ces gens-là, le peuple ne décide jamais de rien. Pour ceux qui sont censés décider de quelque chose, mais en fait, ils ne décident rien du tout. Rien n'a changé, rien n'a bougé, rien ne changera dans un avenir proche. Et donc, Voilà, ils ne ressentent pas vraiment la guerre. Des gens meurent, mais la guerre ne se fait pas tant sentir. Bien que ces analystes disent que lorsqu'ils parlaient de la date limite, la guerre devait se terminer début juin en Ukraine. Il en a déjà été question à Anchorage lorsque Trump et Poutine se sont rencontrés. Et ces analystes comptaient sur le fait qu'un accord de paix serait élaboré et que les deux parties le signeraient. C'est pourquoi ils misaient là-dessus. La situation ne s'est pas déroulée comme prévu, sans en préciser la raison. Et il semble que ces difficultés soient quand même lourdes pour le budget russe, peut-être pas pour les gens, mais pour le budget, c'est difficile. Pour le PIB, cela se répercute sur le PIB et pour l'économie, cela a un impact très négatif. Vous ne voyez ni n'entendez cette tendance. je ne comprends rien, honnêtement. Regardez, le baril de pétrole, c'est la principale source de revenus. Le pétrole et le gaz, oui, pour la Russie. Le baril de pétrole coûtait 65 $. Depuis le moment où nous, l'Amérique, sommes intervenus à Hormuz et avons commencé, pour ainsi dire, l'histoire au Liban, il s'est déjà écoulé plus de 2 mois, n'est-ce pas? Et il a grimpé à plus de 100 plus. Autrement dit, si la Russie recevait auparavant, après toutes les dépenses, y compris les dépenses militaires, 5 $ par baril, maintenant il leur reste 55 $ par baril. C'est-à-dire que les mêmes dépenses sont restées, mais les revenus ont augmenté, oui. Donc, il y a eu moins de sanctions, si je comprends bien. Il y a moins de sanctions maintenant, plus de possibilités de commercer. Moins de sanctions? Ah, eh bien, dans le sens où on leur a permis de commercer. Donc non, il n'y a pas moins de sanctions, mais concrètement, ce qu'ils faisaient en secret, ils peuvent en maintenant le faire ouvertement. Avant, ils perdaient un 15 à 20 $ par baril à cause des sanctions. Maintenant, ce n'est plus le cas, et vous avez raison. C'est simplement des mathématiques. Donc 50 net, 5 habituels et encore 15 en plus. Oui, ça fait 70 $ par baril. Maintenant, au lieu de 5. En quoi ont-ils assez d'argent? Oui, j'ai fait une grande émission là-dessus. J'ai parlé 30 à 35 minutes du fait que la Russie est dans une mauvaise situation, que l'économie s'est aggravée. Leur situation économique est effectivement mauvaise. Mais ils ont de l'argent pour la guerre. Tant que Moscou et Saint-Pétersbourg ne seront pas vraiment touchés. Rien ne changera parce que tout le monde s'en fiche, disons. Depuis que Prigojine a marché sur Moscou, à Moscou, ils ont compris qu'il fallait tenir les régions d'une main de fer, oui. Eh bien, ils les ont laissés tomber, ils s'en fichent. Je comprends pourquoi il est parti, mais j'ignore pourquoi il s'est arrêté. Ils ont fait quelque chose et l'ont arrêté. Mais peu importe, cela a montré que la périphérie est très mécontente. Donc nous allons faire en sorte que leur tête tombe. Comme en Iran, oui, le peuple est sorti mécontent. De 35 à 42 000 personnes ont simplement été abattues lors des manifestations, et voilà, tout s'est terminé. La Russie fait exactement la même chose, seulement ce n'est pas aussi visible. Voilà, donc la discussion sur la Russie. Pourquoi cette discussion ? C'est votre propre gouvernement qui diffuse cela pour convaincre son peuple que nous allons tenir bon. Eh bien, vous ne tiendrez pas, votre stratégie d'attente, c'est 20 000 personnes, au minimum de jeunes gens chaque mois. 20 000 jeunes chaque mois. Eh bien, que puis-je vous dire? Pour ainsi dire, oui, si quelqu'un a une très mauvaise opinion de l'Ukraine, il dira « Super, plus vous faites la guerre longtemps, moins il en restera parmi vous. » Certains favorables à l'Ukraine disent « Vous êtes fous, il ne restera plus personne ni culture chez vous. » Quand il n'y aura plus de jeunes chez vous, on pourra vous prendre à main nue. Et ils disent que la Russie s'affaiblit, qu'elle ne peut plus se battre aussi efficacement qu'avant.
En ce moment, sur le champ de bataille, l'armée ukrainienne a l'avantage. Ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils conquièrent moins de territoire qu'avant. Et ce mois-ci, ils occupent la plus faible quantité de territoire depuis le début de l'année 2023. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre. Nos autorités disent qu'il y a une perspective de fin de la guerre d'ici novembre. Donc, pour une raison quelconque, il faut attendre novembre. Tout cela se passe en ce moment, mais il faut attendre novembre, puis s'asseoir à la table des négociations avant l'hiver. Pourquoi tout cela est-il reporté à novembre? Qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a les élections aux États-Unis en novembre. Parce que votre direction ukrainienne, la direction ukrainienne, elle est liée aux finances, au crime. Ce qui est encore plus important, et le maire, pour ainsi dire, est lié par le sang, et par des schémas mafieux avec le Parti démocrate. Pas avec le parti lui-même, oui, mais avec les dirigeants du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Et quand Trump est arrivé au pouvoir, c'était l'horreur, parce qu'ils ont commencé à cacher, brûler, éliminer et ainsi de suite tous les documents et toutes les preuves. Et si la chambre basse du Congrès est reprise par les démocrates, et chez nous pratiquement sur 50, non. Au cours des 50 dernières années, il y a eu 25 élections. Tous les 2 ans, il y a des élections au Congrès, mais seule une partie est réélue. Tous les 4 ans, c'est l'ensemble du Congrès, sinon c'est environ la moitié. Voilà. Sur ces 25 élections, 23 fois, le parti du président qui venait d'être élu perdait 2 ans plus tard. Le peuple mécontent disait « Il fait ce qui ne me plaît pas. Choisissons vite ces gars-là pour le remettre à sa place. » Seulement 2 fois dans toute cette histoire, pour des raisons parfaitement objectives. Là-bas, par exemple, il y a eu l'attaque contre Bush Jr. Oui, il y a eu une attaque, les tours jumelles ont été détruites, le peuple s'est uni et a dit « Nous ne voulons changer aucun pouvoir, nous voulons frapper l'Afghanistan d'un point de fer. » Doris Mitsar, Kachamassar. Personne ne croyait que ce salaud puant enverrait des troupes, on pensait tous qu'il se contenterait de bombarder depuis les airs. Voilà, peu importe. Moi aussi, j'étais pour, il fallait le faire, mais quand j'ai compris qu'on voulait envahir l'Afghanistan, quand j'ai ouvert la bouche... Depuis 3000 ans, tous ont tenté de conquérir l'Afghanistan sans succès. Pourtant, il fallait qu'on le fasse. Bon, d'accord. Donc, à part ces 2 fois, il y a aussi eu une histoire avec Clinton, avec Monica Lewinsky. Et d'autres choses drôles, pour ainsi dire, qui expliquent pourquoi les gens sont allés voter. Parce qu'ils ont décidé que ce pauvre petit Clinton était offensé, alors ils sont allés voter pour lui. Je suis tout à fait sérieux. C'est ce qu'ils disaient, on fait du mal à notre Clinton, notre chéri, notre beau gosse. Voilà. Donc les autres, c'est 23. Donc ils espèrent que ce sera exactement comme ça a toujours été, en général, tout le temps. Presque toujours. Et que les démocrates reprendront le pouvoir. Et si les démocrates reprennent le pouvoir, alors pratiquement, le président se retrouve sans pouvoir. Bon, c'est-à-dire qu'il garde ses attributs, peut-être, mais ils ne sont pas durs. Autrement dit, il ne pourra pas obtenir de l'argent pour quoi que ce soit. Il devra mettre fin à la guerre en Iran. Si elle a lieu, j'espère qu'elle sera déjà terminée à ce moment-là. Mais si elle continue, il devra s'en aller de là-bas. Comme ils l'ont fait avec le Vietnam. Ils ont tout laissé tomber et ont été forcés de partir. Sans raison valable, personne n'a rien perdu là-bas contre l'Union soviétique. Ils ont dit plus de financement. S'il n'y en a plus, tu dois partir. C'est parce que les démocrates se sont opposés à Nixon. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont organisé tout ça. Maintenant donc, c'est pareil. La même chose peut se produire ici. C'est pourquoi ils disent qu'il faut attendre jusqu'en novembre. Combien de temps il nous reste? Il ne nous reste plus grand-chose. Donc il y a le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, octobre. Eh bien, il ne reste plus que 6 mois à multiplier par 20 000. Au total, 120 000 jeunes Ukrainiens vont disparaître. Mais cela aidera au moins le Parti démocrate à gagner. Donc à mon avis, c'est un calcul très précis. Oui. Elle va gagner et donner de l'argent au pouvoir actuel en Ukraine sans demander où il est dépensé ni exiger d'audit. Nous continuerons à vivre en temps de guerre et les gens le verront toujours. Peut-être. Et peut-être qu'après cela, quand ils auront soufflé, ils finiront par trouver un accord. Là-bas, d'une certaine manière, ils feront un arrangement entre eux, pour ainsi dire, entre les oligarques de Poutine, les oligarques américains et les oligarques ukrainiens, y compris. Eh bien maintenant, pour ainsi dire, chez nous, Zelensky est aussi un oligarque, donc considère qu'il faut inclure Zelensky aussi. Mais il restera au pouvoir, dans un tel scénario. Je ne pense pas, parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs, mais on le mettra à l'écart avec les honneurs, on ne lui fera rien.
Il va, pour ainsi dire, faire des discours dans le monde entier, partout, et gagner beaucoup d'argent. Ils ne paieront pas pour tout. Comme Clinton, qui a voyagé dans le monde, est allé à Moscou et a reçu 500 000 $ pour une demi-heure. Pourquoi ? Il fallait le payer car son épouse a transféré de l'uranium à la Russie via le Canada. Eh bien, il fallait bien payer d'une manière ou d'une autre, alors ils l'ont fait. Ils lui ont donné 500 000 $ pratiquement en liquide, oui. Et ils ont aussi fait un don de 20 millions à leur fondation. Mais à lui personnellement, 500 000, c'est-à-dire, encore une fois, tout est dans la correspondance de ces gars qui s'en occupaient. Oui. Donc personne n'est jugé, parce que comment pourrions-nous juger un citoyen russe, n'est-ce pas ? Pourquoi venir chez nous ? Зачем к нам приезжают мигранты? Voici la question. Les Ukrainiens demandent pourquoi nous avons besoin d'eux. Si nous avons besoin de personnes, c'est pour le front. Certains sont prêts à partir au front. Les autorités ukrainiennes disent qu'elles sont prêtes à payer un salaire de 7 000 $. Pour 7 000 $, peut-être que quelqu'un ira se battre. Et peut-être que certains Ukrainiens resteront ou iront se battre pour cet argent. C'est déjà la décision de ces personnes. Mais on nous amène des gens d'Inde. On dit aux gens du Bangladesh qu'ils doivent améliorer l'infrastructure. Les routes et d'autres travaux nécessaires, il faut les faire. À l'initiative de qui viennent-ils chez nous? Voilà, peut-être que Soros et les mondialistes ont inventé cela. Si c'est le cas, pourquoi? Est-ce une initiative de notre gouvernement ou agissent-ils simplement sans initiative en faisant n'importe quoi? Vous savez, bien sûr, je ne sais pas à 100% qui fait cela, mais regardons l'Union européenne. L'Union européenne s'occupe d'importer, comme ils le disent, de la main-d'œuvre qui en réalité ne veut pas vraiment travailler. Ni eux-mêmes, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants ne veulent travailler et n'ont pas l'intention de le faire. Ils considèrent que ce sont principalement des personnes d'orientation islamique. Et ils pensent que c'est Allah qui les a amenés ici pour que les Européens idiots les nourrissent. Pourquoi travailleraient-ils, puisqu'Allah ne les a pas fait venir ici pour ça ? Donc pour aller à la guerre pour cet argent, eh bien peut-être que certains viendront d'Afrique, mais je ne comprends pas très bien. L'Ukraine est-elle vraiment prête à se battre avec des mercenaires et à détruire ses propres villes ? Les villes et infrastructures seront de plus en plus détruites, causant la mort de nombreux hommes, femmes et enfants. Pourquoi ? Pour continuer la guerre ? Mais s'il y en a beaucoup à Londres aujourd'hui, on ne l'appelle plus Londres, on l'appelle Landistan, non ? C'est une blague, il y a plus de mosquées à Londres. Encore une fois, il y a plus de mosquées à Londres qu'en Arabie Saoudite. Il y a plus de mosquées à Londres qu'en Arabie Saoudite. Vous pouvez vérifier. Ah, j'espère que je vous donne les bons chiffres. Voilà. Je me demande, est-ce vraiment possible? Probablement oui. Eh bien, bien sûr, c'est possible. Parce qu'à Londres, les mosquées ne servent pas seulement à prier, mais aussi à éduquer correctement. Pour remplacer les lois londoniennes, c'est-à-dire les lois européennes, par la charia pour recruter des gens pour, oui, beaucoup de choses, pour ainsi dire. Ce n'est plus une église, si l'on peut dire. Voilà, ce n'est pas un lieu de prière. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Maintenant, chaque mosquée chez eux, c'est ce que nous appelons un centre communautaire en Amérique. C'est-à-dire un centre communautaire qui a toute une série de fonctions à remplir pour le groupe de population qu'il dessert, que ce soit géographiquement ou autrement. Encore, par exemple, à Londres et dans toute l'Europe, on a construit un grand nombre de ces centres communautaires. Ils achetèrent de grands terrains, les entourèrent de hautes clôtures, rendant l'accès impossible. Et ils y faisaient et font encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, et la police n'a pas le droit d'y entrer. Pour toute une série de raisons, disons, eh bien à Londres, le maire est islamiste, il est lui-même musulman, il est islamiste, et il interdit à la police d'entrer sur le territoire des mosquées en général. Les mosquées relèvent de leur propre juridiction, créant ainsi deux systèmes juridiques parallèles. Dans un grand pays qui a apporté la charte et tout ce qui s'ensuit, oui, c'est pratiquement la démocratie, même si je n'aime pas beaucoup la démocratie moderne, mais au moins c'était une grande amélioration par rapport à ce qui existait auparavant. Et pourquoi fait-on venir ces gens chez vous ? D'abord parce qu'il y a un certain accord au sommet. Je ne sais pas si quelqu'un comme Zelensky ou quelqu'un d'autre reçoit personnellement quelque chose pour cela. Ou si quelque chose est fait pour que, si tu laisses Paul passer, on agira pour toi. Pourquoi l'Europe en a-t-elle besoin ? Pourquoi les Allemands faisaient-ils cela ? Ils essayaient, disons, de remplir le pays,
Eh bien, Merkel, par exemple, non. Elle essayait de remplir le pays avec un grand nombre de personnes susceptibles de voter, mais celles-ci ne comprennent rien à la démocratie, ne comprennent rien au principe du capitalisme, et ainsi de suite. Autrement dit, elle essayait de créer une RDA dans toute l'Allemagne, grâce aux voix de ces gens-là. Et en plus, comme le disait Karl Marx, pour lutter contre les capitalistes, il faut pomper le sang de leurs veines. Et qu'est-ce que le sang dans le capitalisme? Ce sont les sous. Quand une personne a beaucoup d'argent, elle peut, après le travail du vendredi, consacrer son week-end à réfléchir, lire, appeler ou être en désaccord avec quelque chose. Mais si chaque seconde de son temps il pense à comment survivre, alors il ne va pas empêcher les patrons de mener la politique qu'ils veulent. Et voilà, cette idée principale de tuer la classe moyenne, voilà, cette idée, tuer la classe moyenne, fait cela aussi bien en Amérique qu'en Europe, et maintenant, comme vous me l'avez dit, chez vous aussi. Cela se fait de manière à surcharger la population avec une énorme quantité de dépenses qu'ils ne peuvent pas supporter eux-mêmes, sans perdre leur sang. Merci. Donc, notre gouvernement reçoit-il certains privilèges pour cela? Eh bien, par exemple, de l'argent de meilleures conditions. Ce n'est pas simplement que, par exemple, l'Union européenne dise à Zelensky « prends des migrants » et il répond « d'accord, tout ce que vous direz ». Probablement qu'il lui propose quelque chose en échange, quelque chose qui lui convient, et c'est pour cela qu'ils viennent chez nous. Une friandise, oui, il en existe une sorte. Donc, oui, il n'y a pas de fouet. Enfin, le fouet, c'est du genre, si tu ne fais pas ce qu'on veut, ce n'est pas dit ouvertement. C'est aussi sous-entendu. Oui, alors nous non plus, on ne fera pas ce que tu veux. Oui, c'est ça, le fouet. Le pain d'épices est une friandise plutôt personnelle. Et en Ukraine, c'est tout à fait possible. Oui, parce qu'en grande partie, le destin de l'Ukraine, du point de vue de Zelensky, est lié à son... Parce que si l'Ukraine est conquise, alors lui, comme on dit, soit il devra fuir, soit il sera exécuté, soit encore il sera mis en prison ou quelque chose comme ça. Donc là où son destin coïncide avec celui de l'Ukraine, il fait tout ce qui est nécessaire, pour ainsi dire, pour sauver sa peau, même sans l'Ukraine. Mais là où leurs destins divergent, ils divergent. Et vous demandiez pourquoi les Ukrainiens devraient accepter des réfugiés qui sont prêts à aller se battre juste pour ne pas mourir eux-mêmes, alors même que l'infrastructure s'effondre. Les gens le comprennent et ils veulent mettre fin à la guerre, mais ils n'ont pas assez d'influence sur le pouvoir. Et donc, lorsqu'il s'agit de préserver sa vie ou ses biens, la famille décide quoi faire. Elle prend même la décision de vendre l'appartement, de payer de l'argent à la frontière et de faire sortir le fils ou le mari, de les emmener à l'étranger. C'est pourquoi les gens acceptent probablement ces conditions afin de sauver la vie de leurs proches, sans doute. Mais le pouvoir n'envisage pas cette option, encore une fois. Le pouvoir ne dit pas « les Colombiens viendront ici et iront se battre pendant que vous construisez des routes, apportez du pain, des produits ou des médicaments dans les pharmacies, nos hommes rentrent à la maison et eux vont au front ». Voilà la question. Le pouvoir ne la pose pas. Pourquoi ? Si l'Europe nous donne de l'argent et que nous pouvons utiliser cet argent, si la décision est prise de faire la guerre avec des mercenaires. C'est la première fois que j'entends de votre part des montants comme 5, 6, 7 000 $. Je comprends que c'est par mois, n'est-ce pas? Ah, parce que qui irait se battre pour une telle somme pour une année? Je pense que la situation est la suivante. Voilà, je m'imagine, je vis en Ukraine, n'est-ce pas? Et j'aime l'Ukraine. Et j'ai là-bas des enfants qu'on doit envoyer à l'armée. Et je me demande, est-ce que j'aime assez l'Ukraine pour envoyer mes enfants mourir afin que l'Ukraine ne cède pas un seul mètre de terre? Et là, je me dis à moi-même, non, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. J'irai à pied, j'irai, pour ainsi dire, soudoyer, j'irai essayer de forcer le passage, je ferai tout ce qu'il faut pour sortir ces enfants de là-bas. Maintenant donc, la deuxième option. Je vis en Israël. Ah, et c'est la même situation. Et là, j'ai une autre approche. Et je me demande pourquoi. Autre veut dire que j'envoie les enfants et j'y vais moi-même, si possible, d'accord? Comme je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Ah, et donc j'ai cette différence qui se forme dans ma tête. Je pourrais dire, ah, tu aimes Israël, tu n'aimes pas l'Ukraine, c'est pour ça, non? Je pense que j'ai cette impression parce que je sais que si un jour Israël est envahi, s'il est envahi par n'importe quels Arabes qui y entreront, ce sera la même chose que ce qui s'est déjà passé.
Comme le Hamas l'a fait le 7 dans les kibboutz et ailleurs, quand ils ont percé, oui. Ils ont trouvé 2300 personnes, il me semble. 2300, si je ne me trompe pas, non? Ils en ont tué 2000, ils ont violé, brûlé dans des fours, jeté des enfants, tué là-bas, éventré des gens. Là-bas, environ 200 personnes ont été capturées et torturées. Je ne me souviens plus du chiffre exact. La moitié ont été tuées, l'autre moitié a de nouveau été violée, battue, affamée, etc. Les autres ont été rendus maintenant parce qu'ils ont dû les rendre, n'est-ce pas? Je sais avec certitude que la même chose se produira sur tout le territoire d'Israël. Le slogan de la rivière à la mer signifie qu'il ne restera pas un seul juif entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée. C'est pour ainsi dire juste un slogan pour eux. De la rivière à la mer, il s'agit de nettoyer toute la terre des sales, des dégoûtants, des juifs haïs. Cela concerne, y compris mes proches, et moi aussi. Donc je pense que si c'est une telle situation, alors je laisse partir les enfants. Mais la situation en Ukraine, non. Très probablement, soit je vais évacuer les enfants de là-bas, soit je vais me cacher. Oui, il faut se cacher ou évacuer, c'est la situation. Pourquoi dites-vous ne pas entendre autant de gens? Vous l'entendez de moi car c'est une réforme. C'est une réforme proposée par notre gouvernement. Et on en a parlé hier, Souloumia Boubrovska en a parlé, qu'ils allaient payer de telles sommes. Cela s'est produit dans le contexte où l'Union européenne nous donne de l'argent. À la fin du mois de juin, il y aura la première tranche si nous remplissons les conditions. Ce n'est pas encore clair. Les réformes sont prêtes, mais il faut de l'argent, que tous ceux qui le peuvent donnent. Nous demandons aux Américains, donnez-nous des licences pour les patriotes, nous en avons besoin. Vous ne nous en donnez pas, alors donnez-nous les licences. Aux Européens, donnez de l'argent parce que nous avons besoin d'argent. Voilà la position des Ukrainiens. J'ai une histoire merveilleuse, une histoire merveilleuse. Donc c'était quelque part en 1992, bien sûr, du siècle dernier, pas de l'avant-dernier. Donc il y avait le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Alexandrovitch Sobchak, votre humble serviteur, et le recteur de l'université de Leningrad. Nous sommes assis dans un restaurant, sur le toit de quelque chose, et donc nous parlons de certains projets possibles, d'affaires, de ceci ou de cela, encore autre chose. J'aurais de nombreux contacts en Amérique, ce qui me permettait de joindre tous les financiers concernés. Ils m'ont donc contacté à ce sujet. Donc, et Sobchak dit, donc, je ne me souviens plus comment il s'appelait, au recteur. Écoute, dit-il, tu m'as parlé de ce projet avec le bois. Pourquoi ne pas impliquer Léon et les gens qui sont avec lui? L'autre répond, oui d'ailleurs, excellente idée, j'ai là-bas un adjoint de quelque chose, nous avons une sorte de coopérative. Peu importe ce que c'était, une petite entreprise. Pourriez-vous lui donner votre numéro de téléphone? Je dis, bien sûr, oui. Le lendemain, Sergueï m'appelle. Bonjour, je suis candidat en sciences médicales, enfin mathématiques, et vice-recteur pour ces questions. Peut-on se voir? On se rencontre. Il raconte. Je résume, ce sera rapide. Et il me raconte un projet remarquable. Il nous faut environ 300 000 $. Avec ça, nous achetons du bois. Ce bois, donc, il est interdit de l'exporter. Mais si tu la tailles d'un côté, ça s'appelle un poteau. Et donc, on peut l'exporter. Et nous allons exporter des poteaux. En Suisse. Et voilà, il me montre un contrat avec une entreprise suisse. Et cette entreprise nous paie une certaine somme d'argent. Et avec cet argent, ensuite, on fait ceci. Et voilà encore un contrat, d'accord? Donc, tout était bien pensé. Et avec ces 300 000, nous obtenons 1 million. Nous rendons les 300 000, il reste à exporter 700 000, soit 350 000 chacun. Vous obtenez donc 100% de bénéfices. Je dis, peut-on refaire ça autant de fois qu'on veut? Alors pourquoi tout rendre? Autant réinvestir, non? Oui, c'est ce qu'on pensait aussi. Simple. Bon, d'accord, c'est tout, allons-y. J'appelle un de mes partenaires à Los Angeles, je lui raconte tout. Il me dit d'un Léon, ça a l'air super, mais on va vérifier chez nous. Je demande comment? Il dit, demande la somme minimale pour lancer ça une fois et voir. Il dit, bon, 300 000 je peux donner. Mais tout de même, j'appelle Sergueï. Je dis, Sergueï, docteur en mathématiques, vice-recteur. Je dis, et le minimum? Il me répond aussi, oui, 45 000. Je demande, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, maintenant on peut acheter un wagon de bière en France. Le vendre. Et chez nous, dit-il, on a le droit de le vendre sans droit de douane. Et bon, l'université là-bas l'a reçu pour ses propres besoins. Nous donc, on le fait passer sans droit de douane. On le vend directement à l'arrivée. On reçoit du liquide, disons, 300 000, voilà ce dont on a besoin. On transporte, on fait... Ça, tout ça. En gros, c'est tout. J'appelle encore. Je dis, allez, on achète. J'achète personnellement un wagon de bière Kronenbourg. 45 000 $.
J'envoie donc là-bas. Значит, туда? Ils le reçoivent, le dédouanent, me remercient et disparaissent. Et c'est tout? J'appelle, non, c'est la fin, le plus important. J'appelle Sereja, je dis Sereja. Il décroche, et il ne m'appelle plus, il ne m'appelle tout simplement pas. Et je dis Sereja, je dis que se passe-t-il? Il dit non, tout va bien, tout va très bien. On a tout vendu, on a vraiment reçu beaucoup d'argent. Oui. Je dis, bon, il dit, tu comprends, il s'est passé un truc. Franchement, tu es des nôtres, soviétiques. Je ne l'ai dit à personne là-bas, mais à toi, je vais le dire. Il dit, il y avait du fric et on n'a pas pu s'empêcher de le piquer. Il a dit un autre mot. Voilà. Je dis, dans quel sens? Il dit, eh bien, l'argent est là. Il dit, les gars ont demandé où tu les mettais, puis ont proposé de les prendre tout de suite. Nous les avons pris. C'est à vous de répondre. Pourquoi? Pourquoi ne nous donnez-vous pas de licence, d'argent pour Patriote? Non, je vais vous dire honnêtement, nous avons reçu cet argent de l'université, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris, puis l'université nous a ensuite rendu cet argent. Tous les contrats étaient là-bas avec les Américains. Dans ce tribunal, c'était difficile. Oui, nous leur avons dit, les gars, il y aura un tribunal international. Pas parce qu'on a tellement besoin de ces 45 000, mais parce que c'est vexant. Voilà, et ils nous les ont rendus, ils ont tout transféré, tout a été rendu, l'université a transféré, le recteur a appelé, il s'est excusé, là, pour ainsi dire, Sobchak a appelé, il s'est excusé, donc tout va bien. Les mamies se sont organisées, mais les gars ont protesté. Comment ça, on va laisser filer ça? Quoi? Et vous pensez que si cela s'organise dans notre gouvernement, ce sera la même chose? Je pense qu'en Ukraine, c'est pareil. On envoie de l'argent à l'Ukraine, oui, et ils disent « Et si on faisait semblant d'avoir embauché 1000 Africains ?» Mais en réalité, ils en prennent 2, les montrent tous à la télévision et disent « Voilà, 1000 ». J'ai aussi une histoire à ce sujet. J'avais environ 7 ou 8 ans, je marchais dans une rue de Leningrad, où je vivais, et alors que j'approchais de chez moi, soudain quelqu'un s'est approché de moi. J'avais sans doute plutôt 10 ans déjà, mon foulard de pionnier. Une femme m'a abordé. « Garçon, tu as 10 minutes ?» J'ai répondu « Oui ». Elle m'a dit « Tu peux me rendre un service? J'ai besoin de te prendre en photo. » J'ai dit « Oui, évidemment, je suis un pionnier, non ?» Elle me prend la main, me fait traverser la rue jusqu'à la maison des journalistes de Leningrad, m'installe dans un fauteuil, des photographes arrivent, me prennent en photo avec un accordéon. Alors ils m'installent, ils me donnent un accordéon. Et moi, eh bien, je suis assis, je suis un pionnier, n'est-ce pas? Oui, on me dit de sourire, par-ci par-là, on me prend en photo, et c'est tout. C'est ainsi que tout se termine. 10 ans passent. J'ai alors 20 ans, enfin non, je pense, 17, non? Je m'approche d'une fille sur la piste de danse et je l'invite à danser. Elle me dit « Je te connais de quelque part ». Je lui dis « On ne s'est jamais vu, non ?» Elle répond « Non, c'est sûr, attends une seconde ». Cette fille avait un bon visage, mais à l'époque, je ne savais pas reconnaître les gens. Elle dit « Tu es accroché dans la maison des journalistes, juste au centre, ça fait déjà 10 ans », dit-elle. J'étais encore une petite fille, ma mère m'y emmenait, c'est pour ça que je m'en souviens, parce que chaque jour je passais devant ton portrait. Et là, c'est écrit en dessous, là où tu es avec l'accordéon, et c'est écrit « Dans notre cercle d'accordéonistes, il y a 20 personnes ». Je m'excuse d'être debout aujourd'hui, je comprends. C'est quelque chose de similaire à ce qui va se passer. Dans notre régiment, il y a 1427 Africains. Donc si tu multiplies 1427 par 6 000 $, tu obtiens la somme qui est allée ailleurs. Voilà pourquoi les Américains refusent de nous donner de l'argent, des missiles patriotes, des licences ou quoi que ce soit. Je soupçonne même qu'ils ne veulent pas traiter avec les Ukrainiens. Vous savez, bon, encore une fois, ce n'est pas tout à fait comme ça, bien sûr, mais vraiment, naturellement, ils sont devenus fous. C'est pourquoi ils attendent ainsi en Ukraine, au cas où le pouvoir changerait et que des voleurs reviendraient, alors tout irait bien. Parce qu'un voleur vole un autre voleur, et c'est très honnête si cela se passe ainsi. Exploitons les exploiteurs. Prenons à ceux qui prennent, comme on disait, c'était très beau en Union soviétique. Ah, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est ça, oui. Nous espérons que les voleurs ne viendront pas, mais cet espoir s'amenuise. À chaque émission, je me demande qui pourrait prendre le pouvoir chez nous. Et quand j'entends les propos des gens, j'ai de moins en moins d'espoir.
Vraiment que quelqu'un viendra qui prendra soin, pour ainsi dire, du peuple ukrainien. Vous savez, j'espère vraiment. En effet, j'ai eu, pour ainsi dire, quelques lueurs d'espoir. D'espoir. Que cette fois, il n'y aura pas de transfert de pouvoir à la chambre basse du Congrès, la Chambre des représentants. C'est ce qu'on appelle chez nous, oui, du Parti républicain au Parti démocrate. Que les républicains resteront, peut-être encore avec une très petite avance, mais néanmoins les républicains resteront, ce qui, en fait, au minimum. Nous aurions besoin, au mieux, d'avoir une avance d'une dizaine ou d'une quinzaine de sièges, mais si quelqu'un tombe malade, si quelqu'un part, si quelque chose arrive, au moins tu es sûr de cela. Mais je pense qu'il restera, j'espère que la Chambre des représentants restera aux mains des républicains, c'est-à-dire que Trump pourra au moins mener sa tâche à bien. Et donc en novembre, il aura, donc en décembre, je dirais, oui, beaucoup plus. C'est-à-dire que cet espoir-là, il disparaîtra alors et frappera vraiment Zelensky et les siens en pleine tête. Je ne sais pas exactement qui sont tous ceux-là, mais je pense simplement qu'on peut nommer toute la composition de son ancien cabinet et de son cabinet actuel. Je ne suis pas certain que Boudanov soit meilleur que Shmoudanov. Voilà. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, à part le fait qu'il y avait beaucoup de rumeurs chez nous disant que Boudanov envoyait des chars en Afrique. D'où il les prenait, je ne sais pas. Encore une fois, je ne peux pas parler. Non, probablement pas. Je ne peux pas le garantir, mais tant qu'il était dans le renseignement, il y avait toujours des rumeurs disant que Boudanov envoyait des chars en Afrique, des trucs secrets. D'accord. C'est pourquoi il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir avec Donald Trump. Merci. Oui, il y a de l'espoir que Donald Trump exercera une forte pression. Et je pense que c'est ce qu'ils font. Ils essaient tant de vous convaincre, ils, c'est-à-dire les dirigeants de l'Ukraine, essaient tant de convaincre vous, le peuple ukrainien, que dans peu de temps, tout ira bien. Ils perdront cet élan en novembre, au mois de novembre, si les républicains arrivent au pouvoir. Eh bien, à ce moment-là, ils comprendront qu'ils ont encore 2 ans, et non pas 3 ou 4 mois. Et quand même, ils commenceront à penser que, peut-être pour ne pas être complètement pendus quand tout cela sera terminé, essayons quand même de tenter de négocier et de faire la paix. Et alors, nous aurons au moins un des 2 camps qui voudra parvenir à un accord de paix, sans que la Russie ne se retire complètement, etc., de tous les territoires ukrainiens. Elle ne partira pas d'elle-même. Merci pour cette conversation. J'invite les spectateurs à s'abonner à votre chaîne et à la nôtre. Merci d'être avec nous. Pour les likes, commentaires et tout. À bientôt. Au revoir Tania, rédacteur.